Voilà, donc je voudrais revenir sur le texte de Val Plumwood que je vous avais proposé, texte sur le crocodile, que j'avais accompagné de la question: les animaux ont-ils le droit de nous manger? Alors bien sûr, c'est une question qui ne pourrait pas tomber de cette manière-là au baccalauréat, en philosophie, mais c'est une question qui soulève finalement le fondement de l'idée de droit, et donc l'idée de savoir qui a des droits envers qui, et donc aussi envers quel type d'être nous pouvons avoir des devoirs, et envers quel type d'être nous pouvons exiger aussi des devoirs. Le texte donc va nous amener petit à petit à cette question: les animaux ont-ils le droit de nous manger, mais aussi à la question plus globale du rapport entre la force et le droit, par exemple, puisque nous avons ici affaire à un face-à-face entre un être humain et un très gros crocodile. Donc du point de vue de la force, bien évidemment, c'est le crocodile qui l'emporte. Et donc nous allons réfléchir plus fondamentalement sur l'idée de droit du plus fort, de droit de la force, grâce à un texte de Jean-Jacques Rousseau, que j'expliquerai la prochaine fois. Alors d'abord, donc le texte commence par le fait que nous soyons de la nourriture, des corps roboratifs et bien juteux, est loin de constituer un détail, une caractéristique anecdotique de l'identité humaine. Alors effectivement, à la question « qui suis-je » ou « que suis-je », la réponse la plus spontanée qui peut venir à l'esprit d'un être humain, c'est rarement « je suis de la nourriture potentielle » ou « je suis un animal comestible ». Or, ici, ce sur quoi insiste l'auteur de ce texte, c'est la relativité des définitions et la relativité des identités. Finalement, chacun d'entre nous peut être porteur de différentes identités, notamment une identité ici matérielle, organique. Je suis un corps juteux et roboratif, porteur de plusieurs identités qui vont être plus ou moins mises en avant et qui vont avoir plus ou moins d'importance selon les contextes. Dans un contexte social, d'organisation de la société telle que nous la vivons, le fait que nous soyons un animal comestible est totalement secondaire. Mais dans la situation qu'elle vit là, face à face avec le crocodile, bien évidemment, ça devient central. Or, elle dit, je pris conscience que j'avais négligé cet aspect essentiel de l'existence humaine et que j'avais sous-estimé la vulnérabilité qui était la mienne en tant qu'animal comestible, justement. Hein. Donc, encore une fois, nous voyons que la définition d'un être humain, la définition d'une identité peut varier selon les contextes. Donc ça pose une question qu'on appelle une question, vous savez, on l'a déjà vu, ontologique, c'est-à-dire quel est le type d'être de l'être humain, par exemple. La question ontologique, elle porte sur les différentes modalités de l'existence et de l'être. D'une certaine manière, en tant qu'animal, en tant que corps organique, en tant que corps matériel, notre mode d'existence est exactement le même que celui des autres animaux. Mais peut-être que nous avons aussi un autre rapport au monde, qui serait peut-être singulier à l'être humain et qui nous ferait donc avoir une autre définition possible de l'être humain et donc une autre vision ontologique. Donc elle poursuit en disant que le crocodile est un prédateur archaïque de l'humain et elle dit, bon, non seulement en fait le crocodile me trompe par rapport à sa taille, elle sait pas trop évaluer sa taille, c'est une technique de chasse, mais elle dit il a aussi le pouvoir de détromper en ce qui concerne les idées qu'elle se fait sur sa propre identité. Je sais à présent combien un animal capable de mystifier la proie qu'il vise à propos de la taille et qu'il mesure détient aussi le pouvoir de la détromper concernant les idées qu'elle se fait sur sa propre identité. Donc il y a vraiment cette question de l'identité. Que suis-je? Qui suis-je? Mais aussi que suis-je? Qui est au cœur de ce texte. Et encore une fois, cette question donc prend un tour tout à fait nouveau et tout à fait inattendu dans ce contexte-là. Donc elle dit plus loin, « Je savais que pour les crocodiles j'étais de la nourriture et que mon corps comme le leur était fait de viande. D'une certaine manière je l'ignorais, pourtant et en rejetais absolument l'idée. » Donc il y a ici l'idée en fait d'une demi-connaissance, hein, d'une semi-conscience de ce que nous sommes. Parmi les différentes caractéristiques qui nous définissent, eh bien, nous en négligeons certaines, parce qu'elles nous sont peu utiles, ou peut-être aussi parce qu'elles sont peu valorisantes. Hein. Peut-être que se définir comme être rationnel ou comme être pensant, c'est peut-être plus valorisant que de se dire je suis un animal comestible ou je suis de la nourriture. Mais il y a aussi une forme de déni. Hein. C'est ce qu'on voit ici, elle dit j'en rejetais absolument l'idée, c'est-à-dire que l'être humain a une volonté d'échapper aussi peut-être à sa condition matérielle et à sa place dans la chaîne alimentaire, puisqu'ici il s'agit bien de savoir si finalement
l'être humain doit être au sommet de la chaîne alimentaire, ou bien s'il doit accepter de partager ce sommet avec d'autres êtres, comme par exemple les crocodiles. Donc elle disait, voilà, je le savais, mais je ne le savais pas vraiment. Donc il y a deux types de savoir. Elle dit, avant ce moment, j'avais conscience que j'étais de la nourriture, de la même façon abstraite et désincarnée que je savais que j'étais un animal et un être mortel. Mais à l'heure de vérité, le savoir abstrait devient concret. Donc ici, elle oppose deux manières de savoir, en fait. Une manière qui est, somme toute, théorique, qui relève de définitions abstraites. Abstraite, ça veut dire général. Je sais que je suis fait de viande, bon, d'os, de viande, etc. D'accord. Mais là, elle dit, c'est un savoir qui est très différent. C'est un savoir qui est vécu. C'est un savoir empirique, mais direct, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment une distinction intéressante aussi, je trouve, dans ce texte. Et puis ensuite, alors, il y a un petit peu un trait d'humour. Elle dit, bon, le crocodile me regarde, visiblement, il me voit comme une nourriture potentielle. Elle dit, se pouvait-il vraiment que cette puissante créature ignora le statut spécial qui m'était accordé et qu'il entreprit de me dévorer? Alors, le statut spécial, ici, en fait, on passe un petit peu de l'ontologie, c'est-à-dire, justement, on a par exemple ici la classification des êtres. Alors, non seulement la classification, mais il y a la hiérarchisation, hein, l'idée que l'être humain aurait un statut totalement différent du reste des êtres vivants. Et on voit que la question ontologique, elle a des conséquences éthiques. C'est-à-dire que, selon comment on définit un être, et selon comment le classe dans une hiérarchie possible des êtres, nous n'allons pas lui accorder justement les mêmes droits et donc nous imposer les mêmes devoirs envers lui. Hein, donc ici vraiment c'est la question de savoir. Bon, alors il est évident que pour le crocodile qui n'a pas une réflexion sur ces questions-là du droit, etc., le statut de l'homme, il s'en moque, hein, c'est-à-dire il se pose même pas la question. Hein, pour lui le statut c'est le même, c'est le statut de quelque chose qui est mangeable. Mais pour l'être humain lui-même, pour la manière dont il se représente à lui-même, dont il se définit, eh bien l'idée d'être doté de conscience, d'avoir une intelligence technique, une intelligence abstraite, etc., une capacité à créer des sociétés, eh bien, lui conférerait donc des droits particuliers. Hein, derrière l'idée de statut, donc il y a à la fois une question ontologique, que suis-je, quel type d'être suis-je, et une question éthique, ce type d'être que je suis, quel droit peut-il revendiquer? Et quel droit doit-on lui accorder de manière inconditionnelle? Donc, à la fin du texte, elle dit « Je me demandais comment j'avais pu me méprendre si lourdement sur mon compte, sur ma place dans le monde, sur mon corps. » Et elle pose deux questions, qui sont des questions vraiment, pour le coup, philosophiques. S'agissait-il d'une erreur philosophique concernant mon identité impliquant la dissociation du moi conscient et spirituel d'une part, et du moi en tant que corps matériel susceptible de servir de nourriture à autrui d'autre part? Alors là, ici, elle évoque un concept philosophique fondamental qu'on nomme le dualisme. Donc le dualisme désigne les théories philosophiques qui distinguent radicalement le corps et l'esprit, selon lesquels il existe une différence ontologique justement, une différence de nature totale entre la dimension corporelle de l'homme, sa dimension somatique, sa dimension matérielle, et son esprit. Et donc, elle dit ici finalement, est-ce que cette méprise sur ma vraie existence, finalement, ici mon existence en tant que proie par exemple, était liée à une erreur qui s'enracinerait dans une conception dualiste, selon laquelle il y aurait l'esprit, il y aurait le corps, l'esprit serait supérieur au corps, et donc l'homme qui a un esprit serait supérieur à tous les autres êtres, les animaux par exemple, qui n'ont qu'un corps, hein, puisque du point de vue de la puissance corporelle, de la taille, etc., bien sûr le crocodile nous est infiniment supérieur. Si nous avons une supériorité éventuelle, elle est liée à l'esprit. Donc, question donc, ontologique, est-ce que l'homme est composé d'esprit et de matière? Est-ce qu'on peut dissocier les deux ou pas? Hein, c'est une question qui occupe les philosophes depuis Platon, hein, donc depuis l'origine de la philosophie telle que nous la pratiquons. Et puis elle enchaîne sur une dernière question, fallait-il mettre en cause l'idée selon laquelle les humains sont des êtres spéciaux, au-dessus et séparés du reste des autres animaux? Remettre en cause donc cette hiérarchie que les hommes ont créée entre les êtres humains, les autres animaux, peut-être les animaux et les végétaux, etc. Donc on voit ici, encore une fois, que la hiérarchie ontologique, l'idée sur laquelle les êtres humains sont des êtres spéciaux, au-dessus et séparés, hein, l'idée donc de quelque chose, d'une séparation radicale entre les êtres humains et tous les autres animaux, elle se demande si ça ne serait pas l'occasion de l'interroger. Alors, la question donc c'est est-ce que nous pouvons revendiquer le droit
de ne pas être de la nourriture. Et à l'inverse, donc, si on inverse la question, c'est est-ce que les animaux ont le droit de nous manger d'une certaine manière, puisque le crocodile est plus fort que nous dans cette circonstance. Alors ça pose plusieurs questions. Ça pose, donc, comme je le disais au début de cette vidéo, la question du rapport entre le droit et la force. Hein, finalement, si nous considérons que le crocodile n'a pas le droit de nous manger, ce qui se discute bien sûr, ça veut dire aussi que nous considérons que la force ne fonde pas le droit, puisqu'il est plus fort que nous. Hein, ça veut dire que nous entendons par le concept de droit quelque chose qui est différent du concept de force. Alors ça peut bien sûr exister entre les espèces. Hein, donc la question du rapport entre le droit et la force, elle peut exister entre les espèces. Est-ce qu'une espèce a d'autant plus de droits qu'elle est plus forte? Parce que finalement, la supériorité que nous avons par rapport aux autres animaux, nous l'avons fondée sur notre force. Nous leur imposons. Hein, nous imposons aux crocodiles de ne plus nous manger, nous imposons à tous nos prédateurs de ne plus nous manger. Parce que nous sommes plus forts, alors pas physiquement, mais techniquement. Hein, parce que nous avons inventé des techniques qui nous permettent de compenser notre faiblesse physique, peut-être. Alors cette question, donc finalement, est-ce que le pouvoir qu'on a sur les animaux n'est que l'expression d'un rapport de force? Mais dans ce cas-là, alors ça pose vraiment la question de savoir si les rapports de droit, en règle générale, ne sont pas que des rapports de force. Et ça renvoie aussi à une question donc, qui ne concerne non plus la relation entre les espèces, mais les relations internes aux membres d'une espèce, en l'occurrence aux membres de l'espèce humaine. Est-ce que les rapports de droit, est-ce que les rapports qui sont par exemple fixés dans la loi et dans les droits, ne sont pas l'expression lointaine de rapports de force entre les êtres humains? C'est-à-dire, est-ce que vraiment les êtres humains ont réussi à créer des systèmes de valeurs qui sont complètement déconnectés des rapports de force, ou bien est-ce que d'une certaine façon, nous n'avons pas figé dans le droit des éléments qui relevaient du rapport de force au départ? On pourrait par exemple réfléchir, on y reviendra aussi avec Rousseau, sur le droit à la propriété par exemple. Est-ce que le droit à la propriété n'est pas finalement l'expression normative de quelque chose qui au départ n'est pas normatif, mais simplement, de fait, une différence entre quelqu'un de plus fort et de plus faible, comme ici on est dans une situation de différence entre un crocodile et un être humain. Donc, le droit de ne pas être de la nourriture n'est-il que le résultat d'un rapport de force? Ça nous renvoie donc à cette question, est-ce que la force peut fonder le droit? Si ce n'est pas le cas, alors sur quoi le droit se fonde-t-il? Et c'est justement cette question-là qui est au cœur d'un texte de Jean-Jacques Rousseau très célèbre, extrait du Contrat social, que nous expliquerons dans la prochaine vidéo et que je vous ai envoyé sur Pronote. Voilà, donc prochaine vidéo, ça sera du droit du plus fort, Jean-Jacques Rousseau. Est-ce qu'il y a vraiment un droit du plus fort ou est-ce que cette expression n'a pas de sens?